Chers téléspectateurs, chers auditeurs, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Angle de Vue. Près d'1 heure en notre compagnie pour découvrir une personnalité que vous pensez déjà connaître. Et pour mener cet échange à mes côtés, Mélinda Boulet, rédactrice en chef de France Antilles, et Kathleen Bilascopette, rédactrice en chef de RCI. Pour ce nouveau portrait, nous accueillons sur ce plateau une braqueuse d'1,93 m. Elle a commencé à briller sur les parquets martiniquais avant de s'envoler pour une carrière internationale et laisser une empreinte XXL dans le monde du basket. Sandrine Grudret, merci d'avoir accepté notre invitation. Pour retracer une carrière d'exception, nous allons bien sûr parler de votre île où tout a commencé, de votre palmarès avec les Bleus, de l'équipe de France et de la vie d'après lorsque le haut niveau s'arrête. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Mélinda Boulet va croquer votre portrait. Sandrine Grudret, bienvenue. 1,93 m de talent. Vous êtes née en 1987 à Cannes. Vous êtes la dernière d'une fratrie de 3 filles. Votre papa, Ulysse Grudret, ancien pivot international sélectionné 7 fois en équipe de France et coach par la suite, va vous transmettre sa passion. Vous êtes même conditionnée à devenir une championne. Vous avez 1 an et demi lorsque votre papa décide de rentrer en Martinique avec ses 3 filles après le décès de votre maman. Vous grandissez à Saint-Joseph, dans la maison familiale, aux côtés de votre grand-mère, votre père et vos sœurs. Petite, vous n'étiez pas particulièrement grande. Et puis, en grandissant, vous prenez 25 cm entre 9 et 11 ans. Vous jouez au Golden Lion, vous intégrez le pôle espoir de Trinité, vous êtes très doué et à 14 ans, vous êtes appelé à rejoindre le CREPS, le Centre de ressources et d'expertise et de performance sportive de Toulouse, puis l'INSEP. Vous êtes très vite repéré par les meilleurs clubs professionnels et vous intégrez l'US Valenciennes en 2005. Vous brillez sur les terrains, mais l'adaptation en France est difficile. Vous avez envie d'abandonner et de rentrer en Martinique et c'est votre grand-mère, Gabou, qui était pourtant contre votre départ à Toulouse, qui vous dit « Tu as commencé et tu dois aller jusqu'au bout ». Et vous irez jusqu'au bout avec cette phrase de votre mamie toujours en tête. Et puis là, plus rien ne va vous arrêter. Championne de France en 2007 à seulement 19 ans. Vous partez ensuite pour la Russie rejoindre l'un des plus grands clubs d'Europe. Vous y restez 9 ans, durant lesquels vous remportez 8 fois la Super League russe et 2 fois l'Euroleague. Tout au long de votre carrière, vous jonglez entre la WNBA et les ligues européennes. Vous êtes persévérante et déterminée. Ce sont les mots qui vous qualifient le mieux. Vous êtes la basketteuse de tous les records. 6 fois championne de Russie, championne de WNBA, 2 fois vainqueur de l'Euroleague, vainqueur de l'Eurocoupe. Au niveau de l'équipe de France, vous détenez le record de points marqués et de sélection. Vous avez entre autres été médaillée d'argent au JO de Londres, de bronze au JO de Tokyo, médaillée d'or au championnat d'Europe en 2009, 4 fois médaille d'argent, 2 fois médaille de bronze et en août 2024, vous avez décidé de mettre fin à votre carrière de basketteuse. En 2014, les médecins vous diagnostiquent une endométriose et vous décidez de mettre votre notoriété au service de cette maladie afin de la faire connaître. Si vous vivez loin de votre île, vous y êtes fortement attaché et investi. Vous organisez des camps de basket en direction des jeunes durant les grandes vacances. Vous avez créé et vous présidez l'association Jeux et Enjeux en 2020 pour les jeunes de 15 à 18 ans où vous proposez des stages à travers le sport et le développement personnel. Ce que l'on sait moins de vous, c'est que vous êtes une passionnée du mannequinat et que vous adorez défiler et que petite, vous vouliez faire comme Naomi Campbell. Est-ce que ce portrait est fidèle, Sandrine? Waouh. C'est quand même impressionnant. Oui. Ce portrait est très fidèle. Merci beaucoup. Alors, vous avez perdu votre maman très jeune. Comment s'est passée votre enfance entourée de votre grand-mère, votre papa et vos sœurs? Alors, une enfance simple, modeste, mais remplie de valeurs. Voilà, puisque ma grand-mère, je pense que tout enfant qui grandit avec sa grand-mère, je pense que dirait la même chose, remplie de valeurs. Donc, elle m'a inculqué justement le respect, la discipline, la bienveillance, etc. Donc, très contente de l'avoir eue à mes côtés et de l'avoir eue aussi pour les moments, on va dire, les plus challengeants. D'accord. Vous partez de la Martinique très jeune, à 14 ans. Cela a été un choix difficile de quitter votre terre natale aussi jeune? Tout à fait, très difficile. C'est un déracinement, donc il y a eu déchirement émotionnel. Même si au basket ça allait bien, même si à l'école aussi ça allait très bien, mais émotionnellement j'avais juste envie de tout plaquer, de rentrer à la Martinique.
Parce que du coup, vous avez aussi quitté votre papa, votre mamie, Ah oui, vos tout sœurs. à fait, c'est ça. Et la difficulté, c'est que je n'avais donc aucun membre de ma famille à Toulouse. Donc on est un peu livré à soi-même. Et puis, bon, même si quand même j'avais un cursus fédéral, donc j'étais dans un centre et j'étais prise en charge, mais enfin, d'un point de vue émotionnel, moral, c'était quand même assez compliqué. Ça vous a obligé à grandir peut-être plus vite que d'autres enfants? Oui, tout à fait. Ben, j'ai dû en vivre en pleine autonomie à 15 ans. Et c'est vrai que c'est pas simple parce qu'en fait, on te lance dans la grande cour et en fait, tu décides par toi-même. Tu arbitres aussi la vie par toi-même. C'est pas simple. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a inspirée à créer Jeux et Enjeux. Si vous n'aviez pas été sportif de haut niveau, vers quoi vous seriez dirigé? Professeur des écoles. D'accord. Ouais, Vous avez j'ai envie cette passion d'enseigner. Ouais. de transmettre aux Transmettre enfants. aux jeunes. D'accord. Depuis petite. Alors tout au long de votre carrière, vous n'avez jamais coupé les liens avec la Martinique. Vous y êtes revenu régulièrement, vous continuez à y revenir régulièrement. Vous faites d'ailleurs figure d'ambassadrice de notre île, partout où vous vous êtes trouvée. Est-ce que vous trouvez justement que la Martinique vous le rend bien? Alors, je ne me suis jamais posé la question, mais oui, oui. En tout cas, ce que j'obtiens d'eux me contente. Donc, voilà, quand je me balade dans les rues et que je rencontre quelqu'un qui me reconnaît, tout de suite, j'ai des messages de soutien, enfin des témoignages de soutien et ça réchauffe le cœur. Est-ce que c'est une reconnaissance qui est importante pour vous? On dit souvent nul n'est prophète en son pays, et vous qui portez les couleurs de cette île partout, est-ce que c'est important pour vous qu'ici aussi on reconnaisse votre parcours, votre carrière et tout ce que vous avez pu faire à la fois pour vous, mais finalement pour les couleurs de votre île? C'est important pour la jeunesse. Voilà ce que moi je réponds à ça, parce que pour moi en soi, je n'ai pas besoin de reconnaissance pour être bien dans ma vie. Maintenant, pour la jeunesse, parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup de modèles de réussite et donc eux, ils en ont besoin. Donc oui, il faut parler davantage de toutes les personnes qui s'expatrient ou alors qui restent ici également et qui arrivent justement à transformer un rêve en une réalité. C'est une pression de faire figure de modèle justement pour cette jeunesse. Vous le vivez comme tel parfois ou pas du tout? Vous êtes très détaché justement de tout ce que vous pouvez inspirer à cette jeunesse? Non, ce n'est pas une pression, parce que je suis naturelle, je suis qui je suis, j'expose mes forces et mes faiblesses sans crainte, je ne joue pas de rôle en fait. Donc voilà, si j'en inspire certains, tant mieux. Si je n'inspire pas d'autres, ben, ce n'est pas grave. D'autres personnalités vont pouvoir prendre le relais. Alors vous qui justement avez vécu un peu partout dans le monde, hein, on y reviendra tout à l'heure en développant votre carrière, on a parfois tendance effectivement à penser que l'herbe est plus verte ailleurs et qu'il faut partir pour réussir. C'est malheureusement ce qu'on entend aussi souvent ici sur notre île. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ou au contraire en totale opposition? Je ne pense pas qu'il faille absolument partir pour réussir. Néanmoins, tout dépend de ce qu'on veut faire et accomplir dans la vie. Je pense que le plus difficile au final pour nous peut être justement la séparation émotionnelle et familiale. Et donc, on va dire, ne plus avoir... couper court à ses rêves pour pouvoir rester ici. Moi, j'ai parlé justement, puisque avec certains jeunes que j'encadre et qui me disaient, mais voilà, si j'ai pas les moyens forcément pour partir et être chirurgien, parce qu'elle voulait être chirurgienne, cette jeune fille, et elle m'a dit ça avec beaucoup de mélancolie, plutôt, et j'ai trouvé ça quand même plutôt triste parce qu'elle avait vraiment envie de faire ça et me dit bon ben on verra bien si mes parents peuvent suivre et si moi-même je vais réussir à vivre sans eux. Donc pour moi c'est ce que j'observe étant sur le terrain. Alors parfois c'est vrai aussi que c'est quand on part qu'on se rend compte de ce qu'on laisse, de ce qu'on quitte. Est-ce que vous, quand vous êtes parti et que vous avez vu tous ces pays différents, des cultures différentes, des paysages différents, est-ce que vous vous êtes dit que vous veniez d'un territoire qui avait énormément d'atouts ou pas, peut-être des atouts que vous n'aviez pas identifiés en y vivant tout simplement au quotidien? Je pense que lorsqu'on quitte chez soi, on renforce notre amour pour là d'où on vient. En fait, je pense que c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi. Je ne suis pas rentrée dans une comparaison de ce qu'il y avait en Martinique, ce qu'il n'y avait pas ici. Pour moi, ça a simplement renforcé mon attachement culturel, mon attachement à mon île. On vous sait très proche de votre famille, votre papa, vos sœurs, votre mamie. Est-ce que ça aurait été, sans leur soutien, est-ce que vous auriez eu une aussi belle carrière? Absolument pas. C'est important? Très important, très important. Et c'est vrai que je le dis tout le temps en conférence, qu'il faut effectivement que l'enfant rêve, mais il faut que l'environnement rêve autant que l'enfant.
C'est pour ça qu'au sein de votre association, la partie développement personnel est très importante? Ah oui, clairement, clairement. Alors, c'est vrai que cette partie-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, je m'en suis inspirée de mon expérience personnelle. Je pense, que vous le savez aussi, c'est que ce sont les jeunes qui migrent massivement depuis la Martinique vers le Canada ou la France. Ils ne sont pas armés pour vivre en toute autonomie. Souvent, les parents ne suivent pas. Donc, l'idée, c'était de pouvoir les outiller à être dans un environnement nouveau, à trouver des repères et à être suffisamment équilibrés émotionnellement pour aller au bout de leur mission. Est-ce que vous-même, on parle beaucoup là du coup de la jeunesse que vous accompagnez, vous-même un jour vous rêvez aussi de fonder votre propre famille? Oui, éventuellement. Alors, je suis atteinte d'endométriose, donc il y a des chances que je ne puisse pas procréer. Maintenant, pour moi, ce n'est pas non plus un objectif de vie. J'en ai d'autres, mais c'est vrai que celui-là n'est pas un poids, en tout cas psychologiquement. Ben écoutez, on va marquer une première courte pause, Sandrine Gruda, et on va bien évidemment, dans la deuxième partie de cette émission, parler de votre parcours sportif des Parquets Joséphins aux plus grands titres internationaux. A tout de suite. De retour dans votre émission Angle de vue en compagnie de Sandrine Gruda. Nous allons bien sûr maintenant revenir sur votre incroyable carrière. On l'a dit, votre père vous a poussé sur les parquets après le décès de votre maman. Lui-même était ancien joueur international. Est-ce que vous étiez attiré par ce sport ou est-ce que c'était d'abord aussi une manière peut-être de vous rapprocher de votre papa et d'essayer de faire sa fierté? Alors, j'étais une fille à papa. Donc, partout où il allait, je le suivais. Qu'il aille à la campagne, j'étais là. Qu'il aille sur les parquets, j'étais aussi présente. Donc, en fait, pour moi, le basket m'est venu comme une évidence. Je n'étais pas obligée. Sincèrement, moi, je ne l'ai pas connu joueur. D'ailleurs, j'ai connu uniquement coach. Et donc, quand je le voyais entraîner cette équipe de filles, je le précise quand même, cette équipe de filles, j'ai voulu faire pareil, en fait. Donc, par mimétisme, je m'y suis mise. Et en fait, j'ai décidé après de m'inscrire et de prendre une licence. Et vous avez tout de suite eu la fibre, enfin vraiment quand vous avez marqué votre premier panier, fait votre premier dribble, vous vous êtes dit c'est pour moi? Disons que j'avais de belles prédispositions quand même. Enfin, être grande, venir justement d'une famille de basketteurs, mon père qui parlait aussi beaucoup basket à la maison. Enfin, voilà, tout cela conditionne quand même l'enfant et j'aimais beaucoup la camaraderie. J'aimais aussi beaucoup marquer des paniers. Donc voilà, c'était l'amusement d'abord et finalement, de fil en aiguille, j'en ai fait mon métier. Mais du coup, votre papa vous mettait la pression pour... Non. Non. Ah non, aucune pression. Il m'a D'abord, jamais... le sport comme amusement. Comment? Le sport comme amusement? Comme amusement, alors pas comme amusement, ça faisait quand même partie de mon éducation. Il fallait faire du sport, il fallait faire une activité physique. Donc d'ailleurs, je n'ai pas fait que du basket. J'ai fait de l'athlétisme, de la danse traditionnelle, du tir à l'arc, de la GRS aussi beaucoup. Mais il fallait avoir une activité physique enfant. Il y avait quand même la notion de performance ou pas? Sans forcément se dire, votre papa se disait peut-être pas, en tout cas pas tout de suite que vous alliez décrocher tous les titres qui existent ou presque. Mais voilà, est-ce qu'il y avait déjà un peu cette notion de performance? Si tu vas sur le terrain, tu dois donner le meilleur de toi-même et quand même ramener des résultats. Alors oui et non. C'est vrai que oui, dans mon enseignement, il fallait tout donner, quoi. On ne fait pas les choses à moitié. Quand on y va jusqu'au bout. D'ailleurs, il était hors de question de prendre une licence de basket et de l'interrompre en cours d'année. C'était pas possible. Donc, tout cela faisait qu'à un moment donné, oui, l'engagement faisait déjà partie, on va dire, de cette éducation que j'ai reçue. Mais il n'y avait pas de performance comme gagner absolument ou marquer tant de points. Il n'y avait pas d'objectif aussi précis. En tout cas, un engagement et un talent qui vous mènent dans l'Hexagone à l'âge de 15 ans, on l'a dit, pour rejoindre le CREPS de Toulouse et puis l'INSEP, donc deux instituts qui forment les jeunes espoirs. Comment s'est passée votre acclimatation, tant sur le terrain qu'en dehors du terrain? Alors, mon acclimatation a été lente et plutôt compliquée, j'ai envie de dire, au début, parce que certes, j'avais été retenue pour intégrer CEPOL, mais je n'avais pas forcément le niveau des filles hexagonales. J'étais quand même en retard sur ma formation. J'étais certes très douée physiquement, mais techniquement, c'était assez compliqué. Donc, j'avais quand même des heures d'entraînement supplémentaires, contrairement aux autres filles, pour que justement je puisse retrouver le groupe
à ce niveau. Parce que pourtant, à 18 ans, vous devenez joueuse professionnelle lorsque vous êtes à Valenciennes et vous vous faites remarquer face à des joueuses plus expérimentées que vous. Donc finalement, qu'est-ce que vos entraîneurs voient en vous à ce moment-là et comment expliquer aussi que vous avez réussi à rattraper le retard que vous nous expliquez? Alors justement, pendant ces 3 ans de formation, Toulouse et 2 années à l'INSEP, j'ai pu justement faire des entraînements supplémentaires, ce qui m'a permis de tout de suite, parce que je suis une bosseuse, donc je ne rechignais pas quand on me disait reste après les entraînements ou arrive avant les entraînements pour qu'on puisse faire un travail individuel. Donc ça, à ce niveau-là, ça m'a vraiment permis de pouvoir passer des caps. Et d'ailleurs, le reste du crew va peut-être stagner sur leurs acquis, mais c'est vraiment ce qui m'a permis aussi, parce que j'avais des coachs très compétents, il ne faut pas non plus l'oublier, très compétents, et ça me permet justement de pouvoir me distinguer tout de suite. Et puis quand je deviens pro, je suis assez compétitive de nature, donc tout de suite j'ai voulu marquer mon territoire et m'imposer. Vous l'avez dit, vous êtes une bosseuse et c'est aussi ce qui ressort beaucoup du discours de vos coéquipières et des différents staffs techniques qui vous ont accompagné. Vous ne croyez pas au talent? Oui, je pense que c'est le point de départ. Mais ça ne suffit pas? Absolument pas. Absolument pas, non. Il faut travailler. Il faut travailler parce qu'on ne peut jamais se satisfaire de ce que l'on a sur le moment. Alors bien sûr, je parle bien du contexte sportif. Parce que si on transpose ça à autre chose, ça peut ne pas être compatible. Je parle du sportif. Quand on est déjà très talentueux et on se fait remarquer parce qu'on a des compétences qui sont claires, il faut continuer à travailler en fonction de son objectif. Bien sûr, si l'objectif était uniquement de faire de la formation, ok. Mais si l'objectif est de devenir pro et de vouloir s'imposer et durer dans le temps, voyager aussi à travers les époques, il faut travailler. On ne peut pas espérer devenir numéro 1 sans travail. Et voyager aussi à travers le monde, puisque donc on l'a dit, vous avez joué dans le nord de la France, en Russie, aux États-Unis, en Italie. Et je souhaiterais revenir sur votre passage par la Sibérie, alors que vous avez à peine 20 ans. Oui. Vous êtes très loin de chez vous, vous affrontez des températures inférieures à 45 degrés en plein hiver. Et justement, l'équipe technique qui vous entoure est unanime sur votre capacité d'adaptation. Rien ne semble vous ébranler. Non, absolument pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'avais passé cette transition entre la Martinique et Toulouse, j'étais prête à aller n'importe où dans le monde. J'avais déjà justement compris qu'il fallait que je me détache émotionnellement de la Martinique et puis trouver aussi un rythme et un rituel pour que je puisse rester équilibrée, c'est-à-dire à faire quand même 2 voyages par an pour voir ma famille, me requinquer. À partir du moment où j'ai quitté la Martinique, je pouvais aller nulle part ailleurs. Ça a été la rupture ultime, le gros poil ultime, oui. et après vous pouviez tout encaisser? Exactement, exactement. Et pourtant, votre grand-mère dit que vous l'avez appelée en disant « je veux rentrer ». Oui, à Toulouse. Oui, d'accord. Mais quand je passe justement le cap de Toulouse. Exactement, le cap de Toulouse, je suis prête à aller partout dans le monde. Mais ma grand-mère, ce coup de fil a été décisif. Il a été décisif. Parce que j'étais donc prête à rentrer. Je l'appelle elle précisément parce que je sais qu'elle était contre. Donc je me dis que là, j'ai toutes mes chances de pouvoir rentrer à la Martinique. Et puis finalement, voilà. Et finalement, c'était un peu la douche froide. Elle m'impose. Elle me dit absolument pas. Il est hors de question que tu rentres. Vous avez aussi, au cours de votre carrière, donc, joué longuement aux États-Unis. Hein. Vous avez fait partie de la WNBA. Est-ce que ça, c'était le Graal tant convoité? Alors, je vous pose la question parce que c'est vrai que pour les passionnés de basket, on se dit toujours que la NBA, voilà, il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de plus performant. Est-ce que vous-même, en tant qu'athlète professionnel, vous l'avez vécu comme ça? Oui, absolument. Absolument, parce que je grandis ici à la Martinique. Je suis beaucoup plus influencée par les Amériques que par la France. D'ailleurs, je me rappelle, toutes mes coéquipières pouvaient citer des noms de basketteuses françaises, et moi, ce n'était pas du tout le cas. Je n'avais pas cette culture française. Et par contre, moi, ma référente, c'était Lisa Leslie. Et donc, je regardais beaucoup en magazine tout ce qui se passait là-bas. Et donc, quand moi, je deviens pro, je veux absolument retrouver la WNBA. C'est une mentalité différente aussi en termes d'entraînement et de pratique qu'en France? Oui, je voulais découvrir la culture américaine. Je voulais aussi découvrir le basket américain. Et c'est vrai qu'il est complémentaire au basket européen parce qu'il est beaucoup plus individualisé. Donc, il permet davantage à ce que ses membres puissent gagner en compétences, contrairement au basket européen qui est beaucoup plus collectif. Donc, oui, on va pouvoir jouer ensemble, mais donc complémentaire. Mais pour moi, c'est un passage obligatoire. En parallèle, vous devenez aussi très rapidement une référence au sein de l'équipe de France. Vous avez été d'ailleurs médaillée de bronze au JO de Tokyo en 2020, Melinda l'a dit. Vous êtes à ce jour la meilleure marqueuse des Bleus.
Vous avez aussi été leur capitaine pendant une quinzaine d'années. Et pourtant, on va revenir sur les JO de Paris 2024, vous n'avez pas fait partie des joueuses sélectionnées. Vous avez d'ailleurs décidé de mettre un terme à votre carrière professionnelle à l'issue de cette décision. Ça a été un véritable coup dur? Alors, c'était un choc. C'est sûr que je ne m'y attendais absolument pas parce que on ne m'avait jamais préparé à cela. C'est-à-dire que tous les discours que j'avais reçus, c'était rendez-vous à Paris 2024. Donc, disons que si leurs besoins étaient plutôt clairs d'entrée de jeu, ben moi, je me serais aussi préparée à cela et il n'y aurait pas eu de problème émotionnel, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas été sélectionnée? Alors qu'on vient de le dire, votre palmarès est impressionnant. Vous êtes à ce jour la meilleure marqueuse des Bleus. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je vais vous dire ce qu'on m'a dit. Après, est-ce que c'est forcément la vérité? Je ne pourrais pas le dire. Mais c'est sûr que ce qu'on m'a dit, c'est que je ne faisais plus partie du plan de jeu de l'équipe. Voilà ce qu'on me dit. Ça fait mal de recevoir cette... Ça fait mal de le recevoir. Et surtout que je ne le comprends pas. Parce que l'été qui précède, on avait des championnats d'Europe. Et je suis la meilleure joueuse de l'équipe. Je suis distinguée par... je reçois une distinction par la FIBA, la Fédération internationale de basket. Donc, mes performances étaient toujours au plus haut niveau et mon apport était clair. Parce que c'était le même groupe qu'on avait en 2023, en 2024, à quelques changements près. Donc, je ne le comprenais pas, parce que je me dis, bon, du coup, ce n'est pas ma performance. Et puis bon, j'ai peut-être compris aussi autre chose, que c'était peut-être un peu plus humain ou enfin bref. Mais disons qu'il fallait que je l'accepte pour pouvoir passer à autre chose. Et je l'ai fait. Comment ont réagi vos coéquipières? Elles étaient choquées. Elles étaient toutes choquées. Elles m'ont appelée. Elles m'ont dit, Sandrine, on ne comprend pas cette décision. On n'a pas été consultées non plus. Courage. Enfin, après, j'ai effectivement du soutien. On fait un petit peu de fiction, pardon. Mais vous pensez que ça leur a aussi coûté la médaille d'or? Je ne peux pas le dire et je ne peux pas y répondre. Est-ce que du coup, ça fait que votre carrière si belle se termine sur une note amère, ou est-ce qu'on arrive à passer outre et à ne retenir que le meilleur? Je passe outre. Oui, je passe outre. Alors déjà parce que j'avais décidé d'arrêter ma carrière après Paris 2024. Donc au final, être prise ou pas n'a pas impacté ma décision. Ça, il faut aussi le dire. Mais non, je passe outre parce que ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Je n'ai pas décidé de ne pas faire Paris 2024. Je le subis. Mais c'est OK pour moi. Vous avez une carrière exceptionnelle. Si vous pouviez repartir de zéro, est-ce que vous feriez exactement les mêmes choix? Oui. Ah oui, clairement. Vous n'avez pas de regrets du tout? Non. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, on me demande, Sandrine, alors, est-ce que tu n'as pas envie de revenir sur les parquets? Est-ce que ça ne te manque pas? Et je dis que non, ça ne me manque pas. Je n'ai pas de regrets. J'ai fait le tour de l'industrie. J'ai joué quasiment partout. J'ai gagné aussi partout. Enfin, je pense que c'est ça, en fait. Cette expérience, cette carrière qui est aussi complète m'a aidée à pouvoir être très sereine avec mon départ. Votre parcours, comme celui d'autres sportives martiniquaises qui brillent hors de ses frontières, est-ce qu'on peut dire que ça fait résolument de la Martinique aussi une terre de championne? Tout à fait, mais pas assez à mon goût. Pas assez à mon goût. On a beaucoup de talent ici. Justement, qu'est-ce qui manque, selon vous, aux Antilles pour que d'autres jeunes pousses puissent suivre vos traces? Il faut des personnes engagées. Voilà, il faut des personnes engagées. Moi, j'ai eu la chance d'avoir été orientée par Saint-Ange-Vébob, qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, mais qui a été vraiment un ancien joueur de basket et qui a tout donné en fait pour la Martinique. Il a fait partir de nombreux talents vers la France. D'autres ont réussi, d'autres ont moins réussi, mais sincèrement, il faut ça en fait, des personnes engagées qui pensent à l'humain, qui pensent aux jeunes, qui veulent vraiment les aider et parce qu'ils ont un talent et pas juste occuper un poste. Et bien sûr, je ne vise personne, mais c'est juste que je pense que ça manque. Vous parlez du staff, certains parlent aussi des infrastructures qui manquent de l'organisation globale, qui rendent très compliqué l'exercice du haut niveau. Je sais pas, je sais pas. Enfin, cette semaine, j'étais sur le camp de ma nièce qui évolue à un petit niveau amateur, elle a 9 ans. Ils étaient sur un playground et c'est vrai que le coach me disait waouh, ce ne sont pas des conditions pour les jeunes, elles sont sous le soleil et tout. Et moi je dis mais
Moi, à mon époque, c'était pareil, quoi. Quand j'avais 9 ans, je n'étais absolument pas dans un gymnase pour m'entraîner. Donc, je ne sais pas si c'est un frein. Je ne suis pas convaincue. Je ne pense pas. C'est vraiment le staff, l'encadrement Tout à fait. qui est décisif. C'est l'encadrement. Il faut aussi que l'encadrement donc s'adapte à notre ère, parce que avant, nous n'avons pas autant de distractions. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est vrai que nous avons des jeunes qui pensent différemment d'il y a 30 ans. Donc, il faut aussi s'adapter à cela. Et je pense il y a parfois aussi un décalage. Parfois, les bénévoles, parce que ce sont des bénévoles qui coachent nos jeunes, sont des bénévoles quand même beaucoup plus matures. Donc, par exemple, ils ont 50 ans. Et je trouve que peut-être que leur acquis ne correspond pas forcément avec notre jeunesse et leur façon de penser. Et vous êtes absolument sûre et certaine que vous ne reviendrez jamais sur un parquet ou en tout cas peut-être pas à un haut niveau professionnel, mais pour jouer. Vous allez réussir à savoir rester éloigné alors que... Eh bien, absolument, oui. Mais vous dites que vous êtes allé sur le camp de votre nièce, vous n'avez pas touché le ballon? Oui, enfin, toucher le ballon, c'est une chose. Oui. Je le touche quand, par exemple, là, j'étais avec une télé pour pouvoir faire un petit reportage avec mon père. Donc, oui, je vais le toucher, je vais jouer. Mais ça ne me manque pas. Et non, j'ai pas envie, forcément, non. À part si Bernard Arnault m'appelle pour faire un match, il n'y a pas de problème. Vous vous êtes préparé comment, justement, à cette fin de carrière? Justement, ça s'anticipe. Ça s'anticipe. Il faut minimum 5 ans pour pouvoir bien préparer son après-carrière, que ce soit pour bien comprendre ce qu'on veut faire par la suite, parce que c'est vrai que vivre de sa passion, parfois on ne sait pas trop ce qu'on aime d'autres. Donc il faut le découvrir, il faut vraiment faire une introspection pour mieux s'orienter par la suite. Parce qu'il y a une réalité, c'est qu'il y a aussi beaucoup de dépression et de suicide des sportifs après leur carrière. Et on va en parler justement dans la troisième et dernière partie de cette émission, Sandrine Gruda. Vous allez nous dire comment vous avez réussi à amorcer après cette carrière de haut niveau. À tout de suite. De retour dans votre émission Angle de vue en compagnie de Sandrine Gruda et nous allons aborder avec vous bien sûr votre nouvelle vie après le haut niveau. Sandrine Gruda, on l'a largement évoqué lors des parties précédentes. Donc vous avez mené une très belle et longue carrière, presque deux décennies, 19 ans. Vous avez dit aussi que vous êtes préparée à l'arrêt de cette carrière. Oui. Et pourtant, néanmoins, qu'est-ce qu'on ressent quand tout s'arrête, quand vraiment le haut niveau c'est terminé? Qu'est-ce qu'on fait le lendemain? Oui, il y a un vide, quand même. Il faut le dire, il y a un vide, puisque tout d'un coup, l'agenda, en fait, il passe de tout à rien, en fait. Donc, il y a un vide. Néanmoins, comme tu le dis, il faut se préparer, psychologiquement d'abord, à ce vide, d'ailleurs. Parce que c'est ainsi que beaucoup de sportifs tombent dans des dépressions et des suicides. Hein. C'est vrai, c'est réel. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Je l'ai commencé. J'ai commencé à préparer mon après-carrière. C'était vers 2018 à peu près. Et là, je prends une psychologue. Je commence aussi à m'interroger sur ce que j'aime faire d'autre. Et je constate que... Et cette initiative, on vous l'a conseillé ou c'est vous qui déjà vous disiez il faut préparer l'après? Alors, disons que déjà, les femmes, on a quand même tendance à anticiper les choses. Donc, c'est nature, propre à notre nature, mesdames. Et puis, par la suite, oui, j'ai vu une émission qui parlait, je crois que c'était une gymnaste qui le disait. Donc, c'était une émission qui était quand même plutôt ancienne. Et là, je me suis dit, mais c'est pertinent, en fait. C'est pertinent. Il faut 5 ans. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à m'interroger. Alors sur l'aspect psychologique, donc on comprend qu'il y a eu un accompagnement, qui a toujours cet accompagnement, il est toujours en place, d'actualité. D'accord. Et sur le plan physique, par exemple, on aimerait savoir est-ce que vous continuez à pratiquer du sport, comment le corps réagit quand il a été soumis à si rude épreuve pendant toutes ces années et puis qu'on ne fait plus rien. Est-ce qu'on surveille son alimentation? Est-ce qu'on a peur de prendre du poids? Toute cette partie physique, comment ça se gère? Alors, pareil, il faut continuer quand même un petit peu, bien 2 mois après. C'est ce que j'ai fait pour justement entretenir et puis juste éliminer les toxines parce qu'on a engrangé beaucoup de toxines. Il faut savoir que le sport de haut niveau
détruit en fait beaucoup le corps, parce qu'il faut savoir que moi j'ai 37 ans et pourtant j'ai une arthrose de type 4. Donc c'est pas simple, on brutalise beaucoup notre corps, donc oui, il faut continuer à avoir une activité physique. Et puis après, moi aujourd'hui, je vous avoue que je ne fais plus rien, plus de sport du tout, parce que j'en ai trop fait et je pense que j'ai besoin justement de ce temps sans rien. Et le corps Sans réagit suer. comment? Est-ce que vous vous sentez mieux? Il Oui. se sent plus reposé? Vous Voilà, c'est ça. réappropriez Ouais. votre corps? Plus reposé. Plus reposé. Après, je marche et puis... Et disons vous que mangez ce que vous voulez? je mange ce que Tout ce que vous n'avez pas mangé pendant toutes Alors, ces années? je sais non, pas. quand même pas. Parce que malheureusement, ou heureusement, on a été quand même formaté à un style de vie. Donc, je mange sans retenue, mais je n'arrive toujours pas, on va dire, à me goinfrer de burgers toute la journée, quoi. C'est pas possible. Donc, voilà, je reste quand même dans un équilibre à ce niveau. C'est juste le sport, pour l'instant, je n'en fais pas. Après, là, quand je vais voir mes jeunes et qui veulent faire un basket, ben, je vais faire avec eux. Mais de moi-même, me lever le matin et m'imposer une routine, 2 entraînements ou 3 entraînements par semaine, ça, pour moi, c'est compliqué pour aujourd'hui. Alors, loin des parquets, vous n'allez pas manquer d'occupation. On va parler plus en détail de vos différentes activités associatives et caritatives, au combat aussi. Mais d'abord, dans l'ensemble, comment aujourd'hui vous voyez votre avenir? J'ai envie de dire, à quoi pensez-vous en vous rasant le matin? À quoi est-ce que je pense? Alors, forcément, je pense à mon rôle de présidente de Jeux et Enjeux. Ensuite, je suis aussi consultante et conférencière en performance. Mais pour moi, cette casquette-là, elle est passagère parce que par la suite, je vais être général manager, que ce soit d'une entreprise ou d'une organisation sportive. Donc, j'anticipe un petit peu pour pouvoir m'orienter vers la bonne voie de formation, surtout parce que je vais faire des études. On va justement s'arrêter sur Jeux et Enjeux, cette association que vous avez créée il y a 4 ans, Oui. essentiellement tournée vers la jeunesse, avec notamment, vous en avez dit quelques mots tout à l'heure, comme projet phare des stages de développement personnel pour les jeunes. Oui. Vous l'avez dit, vous avez cette formation de coach en performance. Pourquoi avoir choisi cet axe du développement personnel envers la jeunesse? Est-ce que, selon vous, justement, nos jeunes ne sont pas assez coachés, ne sont pas assez solides pour affronter la vie, tout simplement? Premièrement, j'estime qu'il n'est jamais trop tôt pour apprendre à se connaître. Ensuite, les parents ont besoin de renfort. Ça, c'est certain. On a besoin de renfort et nous venons donc en renfort. Nous venons en complément de cette éducation parentale et scolaire. Nous proposons des ateliers qui sont plutôt innovants, plutôt inhabituels. Et donc, ça permet de pouvoir aller à la rencontre de soi, de pouvoir mieux connaître aussi les autres, son environnement, de gagner en apaisement, de gagner en équilibre. Les jeunes ont besoin de ça. On est aussi dans une société où les choses vont vite. On a beaucoup plus aujourd'hui, par exemple, de TDAH ou de HP. Je parle de troubles, donc de l'attention ou encore de haut potentiel. Ce sont des particularités qui ne sont pas forcément faciles à accompagner, surtout qu'on ne comprend pas, qu'on n'arrive pas à le détecter. Et donc, nous, c'est là où nous intervenons aussi. Vous pouvez nous donner un exemple justement de l'un de ces ateliers? Ça se passe comment? Quelles sont les activités proposées aux jeunes? Oui, alors c'est un stage donc, qui est composé de 8 ateliers. Il y a 5 ateliers éducatifs et 3 ateliers sportifs. En éducatif, nous avons de la psychologie, des finances, gestion financière, art-thérapie, méthode 3C et, j'en oublie un, éloquence, très important. Ensuite, en sportif, il y a basket, natation, athlétisme. Donc, j'ai concocté ce programme pour vraiment, on va dire, m'impliquer sur leur alignement tête-cœur-corps. Le sport étant peut-être la première des thérapies, vous êtes convaincu aussi de ça? Le sport fait partie des thérapies. Là, le sport que je propose, ce n'est pas un sport performance, c'est un sport santé. C'est vraiment pour déjà, en fait, leur faire comprendre qu'il faut pouvoir intégrer une activité physique. Alors, peut-être aussi lié à mon éducation, mais l'activité physique est essentielle. On constate, d'ailleurs, hier, j'étais avec le coach d'athlétisme qui me disait qu'aujourd'hui, les jeunes ils ne sont pas coordonnés, ils ne font pas assez de sport. La tendance est quand même à faire de la musculation. Donc, par exemple, j'ai 2 jeunes qui font de la musculation alors qu'ils ont 15 ans, mais ils n'ont 0 cardio. Donc, aujourd'hui, non, il faut travailler le cœur. Il faut travailler le cœur. Alors, vous allez dire que je fais tout le temps des comparaisons, mais vous avez beaucoup voyagé et côtoyé des jeunes du monde. Vous étiez vous-même jeune à l'époque avec d'autres jeunes du monde entier.
Est-ce que vous avez pu constater des différences, et si oui, lesquelles, entre le mental à la française, alors le mental à la martiniquaise, le mental à la française, le mental à l'américaine, le mental à la russe, que sais-je? Est-ce qu'il y a des différences de mindset comme ça dès le jeune âge? Oui. Alors, à la russe, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a quand même beaucoup de verrous dans le système russe. Donc, les jeunes rêvent, mais c'est si possibilité, si le gouvernement accepte, c'est assez particulier. Ensuite, le mental à l'américaine, waouh, il est sans limite. Il est sans limite. Et ça, c'est beau. C'est beau de voir qu'un jeune, aujourd'hui, peut se dire, OK, ben, je veux être chirurgien et je peux l'être, donc je vais tout faire pour l'être. Il y a vraiment, ben, pareil, là, au contraire, aucun verrou. Et le mental à la française, il est plutôt conservateur. Donc, ils vont peut-être vouloir être chirurgien, mais ce sera sous condition. Si j'ai la possibilité, Si peut-être. j'ai les bons diplômes, si voilà, j'ai... c'est ça. Voilà, ils prennent des pincettes, il y a plus de pudeur. Et parfois, cette pudeur empêche de faire naître ces projets. À l'antillaise, il y a aussi un peu de pudeur, mais là, aujourd'hui, les jeunes, ce qu'ils veulent, c'est même pas un métier, en fait. Les jeunes, ils veulent de l'argent et être célèbres. C'est ça se résume à ça. Donc, c'est là où j'interviens pour déconstruire les conséquences, parce que ce sont des conséquences à un métier, et revenir sur les faits. Voilà. Et ça prend, le discours prend, ou vous sentez que c'est compliqué Ce sont des jeunes, hein, donc il faut répéter, répéter, répéter jusqu'à ce que ça rentre. Mais c'est beau, moi j'aime beaucoup, parce qu'en fait, si le jeune, c'est comme une plante, si la plante est dans son bon environnement, la plante va s'épanouir. Et c'est pareil. Là, pour les jeunes, on leur propose un environnement qui leur permettra de pouvoir s'épanouir. Donc voilà, il faut peut-être répéter, mais ça rentrera. Parce que cette jeunesse martiniquaise, elle est beaucoup stigmatisée. Encore là, en cette période un peu, très sensible pour notre territoire de Oui. crise sociale. Oui. On revient sur cette jeunesse désœuvrée, violente, Oui. sans objectif, sans avenir, fainéante, etc., etc. Vous qui côtoyez les jeunes, quel est votre regard? Il y a des jeunes fainéants, comme on l'entend, des jeunes aussi violents, mais en fait, pour moi, encore une fois, c'est une porte d'entrée pour une lecture plus profonde de cet individu. J'ai une jeune qui elle est très agressive. C'est une jeune qui, on sent que si elle ne se contrôle pas, quand elle ouvre la bouche, il y aura des jurons qui vont partir en fusée. Mais en fait, pour moi, c'est juste un indicateur, en fait. Je ne vais pas m'arrêter sur ça pour poser un diagnostic sur l'enfant ou une étiquette sur l'enfant. Je vais creuser, discuter avec elle, essayer de comprendre, en fait, quelles ont été ses blessures, en fait, pendant sa vie. Et c'est souvent ça, en fait. On a beaucoup de jeunes qui sont blessés. Et il faut les accompagner. Donc, et c'est un travail qui doit se faire en amont. Effectivement, on fait le constat qu'il y a beaucoup de jeunesse qui court dans les rues ou qui errent dans les rues, plutôt qui bloquent la circulation ou autre chose. Il faut faire ce travail avant les 16 ans, parce qu'à partir de 16 ans, c'est déjà trop tard, l'enfant aura déjà trouvé sa voie. Donc, ce travail de justement l'accompagner, l'écouter. Les enfants trouvent qu'ils ne sont pas assez écoutés par les parents. Les parents travaillent beaucoup. Et d'ailleurs, moi, j'ai accompagné des jeunes de toute classe sociale. Donc, et le problème revient, que ce soit la classe aristocrate, les parents, la mère comme le père travaillent beaucoup, donc l'enfant est un petit peu livré à lui-même face à son écran, le réseau social, souvent pour pouvoir l'éduquer. La classe populaire, c'est la même chose, mais parfois il y a même plus de valeur chez la classe populaire qu'on peut trouver ailleurs, la classe moyenne. Là, par contre, en fait, on a un petit peu de tout. Et c'est vrai que mais on retrouve la même chose, des enfants qui ont besoin d'être accompagnés, écoutés, guidés. Donc voilà, c'est vraiment ça. Et ces ateliers, de manière très pratique, comment vous les déclinez? Si des personnes qui nous regardent, nous écoutent, sont intéressées, comment y avoir accès? Est-ce que vous travaillez avec l'Éducation nationale? Est-ce que vous avez prévu de travailler avec des acteurs du territoire? Alors, c'est en cours. C'est vrai qu'on intéresse beaucoup l'Éducation nationale et surtout les assistantes sociales. Mais pour l'instant, alors il y a un stage qui démarre toujours au mois d'octobre et qui se termine en mars. Donc là, il a démarré, donc il n'y a plus d'inscription possible. Néanmoins, on a compris qu'accompagner les jeunes, c'était essentiel, mais par contre, accompagner les parents, c'était primordial également. Donc, en fait, nous allons proposer des masterclass pour les parents
histoire qu'ils puissent aussi avoir leur lot d'informations pour eux aussi gagner en équilibre. Parce qu'en fait, la réalité aussi, c'est que ce qu'on voit chez l'enfant souvent est déjà présent chez le parent. Donc il faut pouvoir les accompagner aussi au mieux. Finalement, vous avez enfilé une vraie casquette de psychologue. Oui, un petit peu. À partir du moment où on est au contact de l'humain, on est dans la psychologie. Je le disais dans le portrait, vous êtes aussi très impliquée dans la lutte contre l'endométriose. Vous êtes vous-même atteinte de cette pathologie. Comment cela a-t-il impacté votre carrière ? Ça m'a forcée à prendre la pilule, déjà, pour commencer. Alors, je n'étais pas forcément contre au début parce que je ne savais pas ce que c'était réellement. Mais par la suite, lorsque j'ai compris un petit peu que, disons, les effets secondaires que ça pouvait avoir, j'ai voulu m'en défaire. Mais là, j'étais contrainte de continuer à la prendre. D'ailleurs, j'ai pu faire une pause de quelques années, mais au final, j'ai dû la reprendre parce que je commençais à me blesser de façon répétitive. Et ça, c'est le deuxième point, ce sont les blessures. Un corps, en tout cas atteint d'endométriose à haut niveau, est sujet aux blessures. Donc j'ai été souvent blessée lorsque j'étais dans cette pause de pilule. Et puis par la suite, j'ai aussi pratiqué une hygiène alimentaire sans gluten, sans lactose. Donc à partir du moment où on fait les choses différemment des autres, on est aussi un peu plus isolé. Et donc ça, c'est la troisième chose, l'isolement. Et vous parlez aujourd'hui de votre pathologie sans retenue, sans tabou. Est-ce que vous avez compris aussi que votre notoriété pouvait peut-être permettre de développer le combat contre cette maladie ? Tout à fait. Quand j'ai commencé à en parler, on est en 2020, donc en plein Covid. Et c'est comme ça, en fait, que tout de suite, le président de la fédération l'a su et m'a orientée vers des personnes influentes. Et d'ailleurs, en 2022, je participe à la campagne nationale avec Emmanuel Macron. Donc oui, effectivement, le fait d'avoir une notoriété met les feux des projecteurs sur moi, surtout que j'étais la première athlète à le dire. Donc, et par la suite, il y en avait d'autres. Et c'est vrai que ça, on n'en parle pas beaucoup. Alors vous, en plus, vous souffrez d'une pathologie particulière, mais on ne parle pas beaucoup aussi de cette réalité des femmes qui sont athlètes de haut niveau, qui, quand elles ont leurs règles, qu'elles soient douloureuses ou pas douloureuses, quand elles ont des soucis gynécologiques, que ça peut aussi profondément impacter les résultats sportifs. Bien sûr, bien sûr. Ça, effectivement, on ne le dit pas, mais pourquoi on n'en parle pas? C'est parce qu'il n'y a jamais eu de témoignage en fait, sur le sujet. Donc il faut vraiment libérer la parole, mais ce n'est pas simple. Parce que souvent, les femmes qui sont atteintes d'endométriose, ce sont parfois moins qu'une femme. Elles ont honte, elles sont humiliées, parce que juste l'idée de ne pas pouvoir procréer, donner la vie, est un frein, est une angoisse certaine pour elles. Vous-même, vous avez dépassé ça, c'est ce que vous disiez tout à l'heure? Oui, j'ai dépassé ça, parce que pour moi, je ne rentre pas dans des carcans, en fait. Et vous voyez, peut-être que si j'avais des enfants, j'aurais pas pu accompagner 50 enfants aujourd'hui. Vous voyez, donc en fait, je ne suis pas à rester dans le modèle classique social. On ne blâme pas une contrariété? Exactement. Alors, il y a 2 ans, vous en avez parlé un petit peu. Emmanuel Macron, effectivement, a lancé ce programme national de lutte contre l'endométriose. Est-ce que, selon vous, il a produit déjà quelques effets? Et pour vous, quelles sont aujourd'hui les priorités pour lutter efficacement contre cette maladie et répondre aux besoins, aux attentes des patientes? Oui, cette campagne a été bénéfique parce que c'est vrai que juste après, j'ai eu beaucoup de sollicitations par des entrepreneurs qui ont créé des produits ou alors des machines qui pouvaient aider, soulager les femmes. Donc ça a eu son effet. Je crois qu'il y a même une enveloppe qui avait été dédiée à la recherche. Donc oui, ça a été bénéfique. Maintenant, je pense que c'est vrai que c'est assez compliqué, mais ce que je conseille toujours aux femmes de faire, c'est d'avoir une hygiène alimentaire anti-inflammatoire. Ça, c'est dur parce qu'on vit dans un monde où le gluten et le lactose est répandu partout. Mais il faut. Parce que moi, j'ai vu une nette différence quand j'ai commencé à éliminer le gluten et le lactose dans mon alimentation. En parallèle du basket, vous avez poursuivi vos études, on l'a dit également tout à l'heure, et vous avez, ça nous intéresse particulièrement, notamment suivi une formation de journaliste en journalisme. Beaucoup d'anciens sportifs, d'ailleurs, se retrouvent dans les médias. C'est une reconversion qu'on voit souvent chez les athlètes de haut niveau. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse peut-être un jour de rejoindre un média et de passer derrière la caméra et derrière le micro?
Oui, éventuellement. Éventuellement. Vous avez Éventuellement. déjà eu des propositions? Consultante, oui. Mais une proposition pour être présentatrice télé, non. Non. Est-ce que vous êtes intéressée dans cette formation journalistique? Ce qui m'a intéressée, c'est de pouvoir mieux écrire, mieux parler. C'était vraiment ça, en fait. C'était pouvoir approfondir mes facultés d'écriture et de dialogue. Et si vous deviez embrasser cette carrière dans votre prochaine vie, est-ce que vous auriez envie de commenter du sport ou est-ce qu'au contraire ça vous agace si on vous renvoie forcément à la thématique du sport, quitte à devenir journaliste? Je n'aime pas rentrer dans un moule, en fait. Donc c'est vrai que je ne dirais pas non parce que j'ai forcément des connaissances. Et puis en plus, le sport, c'est vaste, mais dans le basket notamment. Donc bien sûr, je vais étudier la demande, mais non, moi, si je peux justement être beaucoup plus large, sur des sujets plus larges, ça me plairait mieux. La femme, l'humain. Enfin, je veux dire que tous ces dénominateurs communs, c'est l'humain, en fait. Donc si on est sur l'humain, ça me plaît. On a parlé lors du portrait, Mélinda a souligné votre appétence pour le mannequinat aussi. Quand on est sportif de haut niveau, on a vu pendant les JO cette polémique sur une sportive qui n'était pas assez féminine et puis peut-être que d'autres on leur reproche de l'être trop. Ou voilà. Ah, oui. Comment trouver cet équilibre? Vous êtes très féminine, extrêmement soignée. Est-ce que c'est quelque chose de compatible facilement ou est-ce que c'est compliqué d'être sportive de haut niveau, très féminine aussi, à la ville? Alors, c'est compatible, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément facile de l'être. C'est-à-dire qu'encore une fois, on rentre dans un milieu où il y a des codes. Et à partir du moment où en fait, on ne respecte pas ces codes-là, parce que d'ailleurs, c'est un milieu masculin, je le précise quand même, donc c'est plus facile d'être un tomboy dans ce milieu que d'être une girly. Et les filles qui arrivent à s'imposer, donc à imposer leur identité, sont des filles donc déjà qui ont beaucoup de courage et qui se connaissent bien, pour le coup. Malheureusement, vu que nous, on commence notre carrière très jeune, souvent on ne se connaît pas. Et c'est pour ça que derrière, on voit des personnes fonctionner d'une certaine façon quand elles sont en carrière, et puis au final, lorsqu'elles arrêtent, là, on les découvre autrement. Et c'est pour ça qu'on l'a bien compris. Vous essayez de changer justement cette mentalité-là auprès des jeunes que vous accompagnez. Merci beaucoup Sandrine Gruda. Malheureusement, nous arrivons déjà au terme de cette émission. Mais merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé un peu de votre force avec nous sur ce plateau. Merci. Chers téléspectateurs et chers auditeurs, merci de nous avoir accompagnés pour cette 7e émission Angle de vue, à retrouver bien sûr sur les ondes, dans les colonnes de votre quotidien, ainsi qu'en ligne sur nos 3 médias via atv.tv, rci.fm et franceantilles.fr. À très vite pour un nouveau portrait.